Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Alors, je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir un ado qui passe par exemple au lycée, ce qui vous permettrait dans ce cas-là de vous confronter à Affelnet. Affelnet, c'est le nouveau système de répartition des futurs lycéens selon leur niveau. C'est l'une des nouveautés, l'une des tentatives aussi pour tenter d'introduire plus d'égalité des chances au sein donc du collège et surtout du lycée. C'est l'un des signes que la question est saisie à bras-le-corps. Alors l'est-elle bien? On va poser la question à nos invités. C'est aussi une campagne présidentielle, comme vous le savez, avec certains candidats qui ont décidé de placer l'école au cœur de leur projet. Mais pour en faire quoi? Nous parlons de ces différents thèmes en compagnie de Monique Dagneau. Bonjour Monique Dagneau, vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS. On vous doit notamment Génération des surdiplômés, les 20% qui transforment la France. C'est avec Jean-Laurent Casselli et c'est aux éditions Odile Jacob. Vous avez également supervisé l'étude et maintenant en partenariat avec France Culture et Arte. Et à côté de vous, Julien Grenet, bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à l'école d'économie de Paris, directeur adjoint de l'Institut des politiques publiques et président du comité de suivi d'Affelnet. Alors je vous propose tout de suite, Julien Grenet, de nous présenter Affelnet pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire connaissance avec ce système et de nous dire dans quelle optique ce système a été conçu. Alors Affelnet, en réalité, c'est relativement ancien. Ça a déjà 13 ans. Ça a été mis en place en 2008, en tout cas généralisé à l'ensemble des académies en 2008. Et c'est un système, en fait, une sorte de mini Parcoursup, on peut dire. C'est-à-dire c'est un système d'affectation centralisée des élèves, non pas à l'entrée dans l'enseignement supérieur, mais à l'entrée au lycée. Donc qui affecte les élèves aussi bien dans les lycées généraux et technologiques que dans les lycées professionnels. Et c'est un système donc, qui va recueillir les vœux des familles, qui va ensuite déterminer les priorités des élèves pour les différentes formations qu'ils demandent, et puis qui va affecter. Et effectivement, Affelnet, c'est une application nationale, mais elle est déclinée de façon très différente selon les académies. Et il y a une académie qui se distingue des autres, qui fait beaucoup plus parler d'elle, c'est l'Académie de Paris. Tiens donc. Pour une raison assez simple, c'est que le paramétrage de l'application est très spécifique. C'est-à-dire que dans la plupart des académies, on entend peu parler d'Affelnet pour une raison simple. C'est que les élèves sont essentiellement affectés à leur lycée de secteur. Donc chaque élève a plus ou moins 1 ou 2 lycées, il y a peu de choix. Et ça fonctionne finalement de façon très similaire au collège. C'est un peu comme s'il y avait une carte scolaire. À Paris, il y a un système de choix très vaste. Et du coup, quand il faut déterminer qui a priorité sur qui pour un établissement, il y a des critères qui sont mis en place. Et ces critères font intervenir plusieurs dimensions. Les résultats scolaires, l'origine sociale, le fait d'être boursier ou pas. L'origine sociale, c'est uniquement le critère de la bourse? C'est le critère de la bourse sur critères sociaux qui est un peu le critère utilisé dans le système éducatif français classiquement. On retrouve la même chose dans Parcoursup avec les fameux quotas de boursiers qui ont été mis en place en 2018. Et puis, plus récemment, donc cette année, il y a eu une grande réforme qui a mis en place également un critère, on va dire, plus territorial, c'est-à-dire des priorités qui dépendent du collège d'origine, de la composition sociale du collège d'origine, indépendamment de sa propre origine sociale. Voilà, donc c'est ça le tableau général. Et alors, c'est là où les choses deviennent un peu compliquées. Alors, elles sont spécifiquement parisiennes, on ne les retrouve pas dans les autres grandes villes? En fait, on retrouve disons des fonctionnements similaires, mais à une beaucoup plus petite échelle. Par exemple, dans l'Académie de Versailles, à Versailles, voilà, dans les 4 grands lycées de Versailles comme Hoche, il y a quelque chose qui ressemble à Affelnet Paris. Mais sinon... Si on va à Lyon, Marseille? Non, il y a beaucoup moins de choix en réalité. Et en fait, c'est simplement parce que les élèves ont une priorité absolue pour un lycée. Donc, ça limite énormément la mobilité entre secteurs. Ce qui n'est pas le cas à Paris. Mais alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Affelnet témoigne d'une volonté d'effectuer un véritable brassage social. Alors, je ne sais pas si le système y parviendra, mais en tout cas, c'est l'intention. Pour une fois, elle est clairement assumée, Julien Grenet. Alors, c'est l'idée de faire du brassage social, ça remonte à l'origine d'Affelnet à Paris. C'est-à-dire que dès 2008, l'Académie de Paris a mis en place un bonus spécifique en faveur des élèves boursiers
qui en pratique leur donnait automatiquement leur premier vœu, ce qui était quand même un vrai changement. C'est-à-dire que le boursier, l'élève boursier, pourvu qu'il fasse un vœu dans son secteur, il y avait 4 grands secteurs à Paris, nord-est, sud-ouest, eh bien il avait automatiquement son premier vœu. Et on a pu étudier effectivement l'impact de cette procédure sur la composition sociale des lycées parisiens. Et donc, la ségrégation sociale des lycées parisiens, à la suite de la mise en place d'AFENET à Paris, avait diminué d'1 tiers par ce simple bonus. Et puis, le système a perduré, il a évolué à la marge depuis 13 ans. Et l'année dernière, un nouveau bonus et un nouveau système a été mis en place qui tient compte désormais de la composition sociale du collège d'origine. C'est-à-dire que si on vient d'un collège défavorisé, on a un bonus supplémentaire. Et donc, on a pu documenter l'année dernière que ce nouveau système a réduit de 30% supplémentaire la ségrégation sociale. Alors, on partait de niveaux très élevés. Mais aujourd'hui, l'Académie de Paris au lycée n'est pas du tout l'académie la plus ségrégée de France, contrairement à ce qu'on a au collège, où les collèges parisiens sont de loin les plus ségrégés de France. Et alors, quels sont les lieux particulièrement ségrégés en France, en dehors de Paris, que vous venez d'évoquer ? Essentiellement les grandes agglomérations urbaines, c'est-à-dire les territoires où sur un petit espace, il y a beaucoup d'établissements scolaires, une forte densité, qui permet effectivement une forme de mise en concurrence, où les établissements privés sont très présents également, et les établissements privés contribuant massivement à la ségrégation scolaire en France. Et donc oui, on retrouve cette ségrégation aussi bien à Bordeaux qu'à Marseille, à Lille, à Nice. Et donc c'est un phénomène spécifiquement urbain, parce que évidemment, dans les territoires ruraux, en général, il y a un lycée et des lycées beaucoup plus gros d'ailleurs, souvent des lycées polyvalents où la plupart des élèves vont. Monique Dagneau, on pourrait en sourire si le sujet n'était pas sérieux. Cela fait bien longtemps qu'on parle d'égalité des chances, que l'on évoque les différentes manières justement de parvenir à plus d'inégalité ou plus d'égalité selon ce que les uns veulent, plus de méritocratie, conserver des bastions d'excellence ou bien au contraire essayer d'introduire une mixité sociale un peu partout. Qu'est-ce que la France a en particulier avec cette question de l'inégalité des chances ? Notre système scolaire est-il particulièrement pénalisant à cet égard ? Alors, il est pénalisant. On a essayé quand même d'introduire des mesures pour faire de l'ouverture sociale. C'est un peu l'obsession d'ailleurs de tous les politiques depuis 20 ans. Pour une raison d'ailleurs importante, c'est qu'en France, le diplôme, il y a une sorte de tyrannie du diplôme initial. Donc, si vous êtes passé par un bon établissement scolaire, vous avez des chances d'intégrer les classes préparatoires de cet établissement et ensuite plus de chances d'intégrer les fameuses grandes écoles. Et donc, d'une certaine façon, c'est très très bien documenté. Il y a un parcours, mais qui est aussi lié au lieu de résidence des enfants. C'est-à-dire, si vous habitez à côté de Louis-le-Grand, vous aurez quand même une plus grande chance que quelqu'un qui habite dans le 18e arrondissement, par exemple. Alors, donc, oui et non, parce qu'on va reparler de Louis-le-Grand, mais certains lycées parisiens avaient justement eu un recrutement, en tout cas c'est ce qu'ils expliquent, un recrutement national. Écoutez, je suis contente de l'apprendre. C'est ce qu'ils expliquent. En fait, non, ce que les lycées essayent de faire, et c'est effectivement très bien intentionné, c'est la question des boursiers, sur lesquels vous avez insisté. Et non seulement les lycées, les grands lycées, mais aussi les grandes écoles. On accorde un poids important aux boursiers. Sauf que la question des boursiers est un peu débattue parce que ce sont sur des critères financiers de la famille, ce qui ne veut pas nécessairement dire que ce sont les familles les plus défavorisées, et notamment vis-à-vis de la culture, vis-à-vis d'un certain nombre de backgrounds familiales qui sont importants pour produire des bons élèves et ensuite des élites. Donc, en fait, c'est l'obsession. Je dirais presque qu'on a tout essayé pour faire de l'ouverture sociale. Donc, ça, c'est un autre pas qui est intéressant parce qu'effectivement, ça réduit le poids des dossiers scolaires dans la sélection et ça permet à des jeunes
boursiers. Alors, c'est vraiment sur la question des boursiers. C'est une certaine ouverture. Le problème, c'est que quand on regarde finalement l'écrémage qui se produit dans le parcours scolaire des enfants, on s'aperçoit qu'on avance peu. C'est plein de bonnes intentions, mais c'est pas véritablement à ce point performant. Alors, on va voir si Affelnet et d'autres propositions peuvent être une manière précisément d'avoir une véritable égalité des chances. Je parlais de l'inégalité des chances et notamment de systèmes à plusieurs vitesses. Vous avez dit, Julien Grenet, vous qui êtes président du comité de suivi justement d'Affelnet, qui avait notamment une polémique à Paris, et il y a une polémique à l'intérieur de la polémique qui concerne un certain nombre d'établissements qui sont considérés comme étant l'élite de l'élite. On parlait de Louis le Grand, il y aurait d'autres établissements, Henri IV par exemple, où on avait, paraît-il, un recrutement national, et ce recrutement, eh bien, il serait aujourd'hui entamé par Affelnet et par un certain nombre de procédures. Et là, on retrouve un autre discours qui consiste à dire finalement que sous prétexte d'en finir avec l'inégalité des chances, on est en train de casser le système méritocratique à la française. Alors, c'est important de préciser les choses. Donc, effectivement, lors de la mise en place d'Affelnet en 2008 à Paris, il y a un certain nombre de lycées, 2 à Paris, Henri IV et Louis le Grand, qui, en fait, ont obtenu un statut dérogatoire. C'est-à-dire qu'ils ne recrutaient pas par cette procédure. C'était d'ailleurs un peu une condition d'acceptation de la réforme. Et ces 2 lycées, en fait, ont continué à recruter sur dossier exclusivement, pour des raisons en partie techniques, parce qu'il est vrai que ces lycées recrutent, à Louis le Grand, c'est 40%, Henri IV, 30% de leurs élèves en dehors de l'Académie de Paris. Simplement, le problème, c'est que quand on regarde l'évolution depuis 13 ans de la composition des lycées parisiens, on observe que des lycées très réputés comme Charlemagne, comme Condorcet par exemple, ont vu leur proportion de boursiers passer de 5 à 10% à aujourd'hui près de 25%, donc une réelle ouverture sociale, quand les lycées Henri IV et le Grand ont plus ou moins stagné autour de 9-10%. Et donc, les autres lycées disent, attendez, il n'y a que nous qui fournissons des efforts d'ouverture sociale, et pourquoi ces lycées-là ne participeraient pas non plus à cet effort? Sachant que quand on regarde la composition de ces 2 lycées, effectivement, on est à 80% d'élèves de catégories sociales très favorisées, Henri IV et Louis le Grand. Malgré l'ouverture géographique, même les élèves qui ne viennent pas de l'Académie de Paris, ils viennent, pour beaucoup, par exemple, du 92, ne sont pas forcément des élèves défavorisés. Donc, cette année, il est prévu que l'année prochaine, ces 2 lycées intègrent la procédure. C'est-à-dire que, et uniquement pour les élèves parisiens, il y aura toujours un quota d'élèves, le même pour les élèves non parisiens, qui seraient recrutés sur dossier, mais pour les élèves parisiens, ils ne seraient plus recrutés sur dossier, mais selon des critères automatisés, c'est-à-dire les notes, les boursiers, le collège d'origine. Donc c'est ça le changement qui est annoncé. Est-ce que ça produirait un nivellement par le bas? Ça, c'est la grande question. On a regardé, on a fait une simulation en prenant les listes des élèves qui ont candidaté à Henri IV Louis le Grand, et on a comparé le recrutement qui était fait par les proviseurs au recrutement qui aurait été produit par un algorithme simplement sur la base des notes. Et en fait, le niveau des élèves serait à peu près le même, excellent. Mais par contre, il y aura plus d'ouverture sociale, et en particulier parce que le recrutement humain du lycée Henri IV était fortement biaisé en faveur des élèves du 5e arrondissement. Donc ce qu'on ne disait pas trop, c'est que 1/4 à 1/3 des lycéens parisiens du lycée Henri IV venaient du collège Henri IV. C'est-à-dire que ça demeurait un collège de secteur... C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de justification, parce qu'il y avait un recrutement sans sectorisation, mais en pratique, ce lycée a un collège qui donnait un accès privilégié au lycée. Et donc, finalement, une logique qui était un peu loin de celle du mérite scolaire, puisque ça voulait dire... Si on s'achète un appartement à 13 000 € le mètre carré dans le secteur du collège Henri IV, on augmente fortement ses chances d'aller au lycée. Alors, on parle évidemment d'un nombre de collégiens extrêmement réduit, Monique Dagneau, encore plus réduit que le nombre de collégiens parisiens, mais en revanche, on évoque un symbole, et ce symbole a donné lieu à des tribunes dans la presse nationale, preuve que le recrutement des lycéens est un sujet qui peut enflammer la nation. Totalement, c'est le sujet phare, si vous voulez enflammer la nation, les parents, les grands-parents, les profs, vous introduisez une réforme. Tout le monde est d'ailleurs plutôt d'accord pour ouvrir socialement les établissements. Tout le monde est d'accord pour favoriser les élèves boursiers. Donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'il y a un consensus.
Mais une fois que vous avez établi ça, ensuite, il y a ce que cela produit chez des élèves ou des familles qui estiment que leurs enfants devraient aller dans tel et tel établissement parce qu'ils ont des super bonnes notes, des super dossiers, et vous créez immédiatement une réaction très vive. Alors, je vais citer un auteur américain qui s'appelle Richard Reeves, qui est un grand véritablement très favorable à l'ouverture sociale dans les Ivy League aux États-Unis. Il dit: toute la journée, je défends l'idée de l'égalité des chances, de l'ouverture sociale, de la diversité. Et le soir, je dois dire, quand je rentre chez moi, je m'aperçois que j'œuvre exactement pour le sens contraire. Parce que voilà, je mets autour de mes enfants tout un dispositif. On connaît bien les dispositifs qui permettent au mieux la réussite scolaire. Et pratiquement tous les parents le font. Ce qui explique d'ailleurs, enfin tous les parents en particulier dans certains milieux, et ceux qui ont comme projet d'avoir effectivement de brillants élèves qui font des grandes écoles, etc. Mais alors, Monique Dagneau, parce que effectivement, les militants en faveur de l'inégalité des chances sont assez rares. En tout cas, on ne peut pas dire les choses comme ça. En revanche, on peut dire, je ne sais pas d'ailleurs s'il s'agit d'être de mauvaise foi ou pas, je vous pose la question, on peut dire qu'il faut maintenir des pôles d'excellence. Alors effectivement, c'est-à-dire immédiatement vous tombez sur l'autre débat. Est-ce qu'on va abaisser le niveau ? On a un très bon système de formation pour nos élites en France qui est reconnu. Si on diminue le niveau de l'élite, est-ce qu'on aura plus de bien-être social pour la totalité de la nation ? C'est ainsi qu'est formulée cette défense de la méritocratie à la française. Absolument, elle est défendue par beaucoup de responsables, pas mal de profs. Donc c'est un vrai débat. Sauf que on s'aperçoit quand même que quand il y a de la diversité sociale dans un établissement, ça a plutôt tendance à bénéficier à tous plutôt que le contraire, que d'abaisser le niveau. Et donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est que finalement, la diversité sociale, la mixité, elle est plutôt favorable à un élargissement un nombre plus grand de bons élèves, d'élèves qui sont plus en confiance, qui sont... Bon. Or, le problème, est-ce qu'on veut à tout prix n'être que sur la question des élites ? Alors qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est qu'il faut que le maximum d'enfants et d'adolescents connaissent une très bonne formation, parce qu'aujourd'hui, l'emploi est complètement lié, non seulement l'emploi, mais le bien-être aussi, à la capacité d'avoir des diplômes, de pouvoir choisir son parcours professionnel, etc. Donc, le sujet aujourd'hui, est-ce qu'on doit mettre absolument tous nos pions sur la formation d'une élite, ou si au contraire, on ne doit pas avoir d'autres objectifs qui sont d'ailleurs plus sociétaux et qui permettent... Par exemple ? D'abord, d'assurer beaucoup plus largement un niveau de formation satisfaisant, de ne pas former des niches sociales, élitaires, qui vont finalement produire ce qu'on connaît comme le type d'élite, avec une certaine assurance, arrogance, etc. Je pense que pour la société, il y a quelque chose de bénéfique à favoriser la mixité sociale, y compris pour le niveau de formation. Monique Dagneau, on vous doit Génération des surdiplômés, les 20% qui transforment la France, avec Jean-Laurent Cassellis et aux éditions Odile Jacob. Julien Grenet, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS et président du comité de suivi d'Affelnet. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour voir dans quelle manière la façon dont on assure aujourd'hui l'égalité des chances pourrait transformer la société française, un thème qui est bien entendu très présent dans certains programmes de candidats à la présidentielle. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Parmi les thèmes de campagne, il y a l'école et l'égalité des chances, la méritocratie aussi, puisque ce terme est aujourd'hui de plus en plus décrié. On en parle avec Julien Grenet, vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École d'économie de Paris, et vous êtes président du comité de suivi d'Affelnet. Affelnet, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un algorithme, c'est un dispositif qui permet aujourd'hui d'orienter les collégiens vers le lycée. Monique Dagneau, vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS, et vous avez notamment
publié Génération des surdiplômés, les 20% qui transforment la France, avec Jean-Laurent Casselli aux éditions Odile Jacob. J'aimerais une réaction à ce que vient de dire Frédéric Seyss. Il a employé un terme qui est dans le débat politique, qui est souvent aussi employé par des sondeurs. L'idée qu'il existerait un bloc populaire et puis un bloc élitaire. Qu'en pensez-vous ? Alors, ça a la force d'une image percutante, et c'est vrai que vous avez une partie de l'électorat de Macron, de Emmanuel Macron, qui est effectivement plutôt issu de ces fameux surdiplômés, pas que surdiplômés, diplômés, ayant au moins une étude supérieure, ayant fait un parcours d'études supérieures, qui est plutôt actif, qui est plutôt du côté de l'innovation, qui est plutôt du côté d'une certaine vision de la dynamique sociale. Et puis de l'autre côté, c'est vrai que Marine Le Pen, elle a un électorat plus populaire. Et alors, au milieu de tout ça, la méritocratie scolaire, c'est un vrai sujet. Parce que, en fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la méritocratie scolaire, on déplorait le fait que, effectivement, les élèves qui réussissent le mieux, ils ont un environnement familial extrêmement favorable. Enfin, c'est les inégalités des chances a nourri le débat politique depuis plusieurs décennies, notamment grâce à Bourdieu. Mais ce qui apparaît aujourd'hui dans une période plus récente, c'est que cette inégalité des chances, d'une certaine façon, elle est génératrice de quelque chose de très fort, un sentiment d'injustice. Alors l'injustice, ça touche beaucoup d'éléments de la vie, mais le fait qu'on n'ait pas autant de possibilités de réussir dans le système scolaire, alors qu'aujourd'hui, il y a véritablement dans la société ce qu'on appelle la tyrannie du diplôme initial. C'est-à-dire le diplôme que vous avez obtenu à 20 ans va déterminer pour une large part ce que vous serez, pas ce que vous serez, mais en tout cas vos chances professionnelles, votre capacité d'insertion, etc. Et donc aujourd'hui, la question du mérite, et notamment de la méritocratie scolaire, elle est déplacée vers l'idée d'une injustice sociale qui est faite à une partie de la société. Et c'est effectivement un terme qui aujourd'hui connaît une autre carrière qui est largement discutée, alors qu'il ne l'était pas auparavant, Julien Grenet, la méritocratie. Ce serait un leurre. Alors, je pense par exemple à un ouvrage très récent du philosophe américain Michael Sandel qui parlait de la tyrannie du mérite. A-t-on raison de se méfier du mot ? Est-ce qu'il faut se méfier de la chose ? Bref, la méritocratie, est-ce finalement une manière de mieux faire accepter l'inégalité des chances? Effectivement, toute la difficulté, c'est de s'entendre sur la signification du mérite. C'est-à-dire que si on a une acception étroite du terme mérite, et notamment dans le cadre scolaire, c'est-à-dire qu'on ne mesure le mérite qu'à l'aune des résultats scolaires, effectivement, la méritocratie peut être un instrument de légitimation des inégalités sociales, puisque l'origine sociale est très fortement corrélée avec la réussite éducative. Mais il y a une autre acception, notamment portée par le courant de l'égalité des chances, des économistes comme John Romer ou Alain Tranois en France, qui entend le mérite d'une façon plus relative, c'est-à-dire en le contextualisant. Le mérite, c'est ce qui dépend de l'effort individuel, et non pas des éléments qui ne dépendent pas de l'individu, ce qu'on appelle les circonstances, notamment l'origine sociale, le contexte familial, et je pense que ça peut orienter quand même l'action publique. C'est-à-dire que si on a une acception étroite du mérite, eh bien on fait une sélection purement basée sur les notes. Et dans ce cas-là, on aboutit à quoi ? À ce qu'on a dans le système éducatif français, c'est-à-dire on réserve de facto les places de l'élite, les positions sociales les plus élevées à une minorité sociale très favorisée. Mais parce que ça coïncide toujours, parce qu'il y a par exemple un thème, alors vous allez me dire si c'est un mythe tous les deux ou pas, mais Julien Grenet, on parle par exemple de la réussite des enfants d'enseignants. Les enseignants ne constituent pas une élite sur le plan financier, leur capital social est faible au vu de leur rémunération. En revanche, il y a évidemment un capital culturel qui est plus important chez eux que dans d'autres professions. Alors ça, par exemple, est-ce que ça se vérifie ? Oui, c'est tout à fait vrai. Les enfants d'enseignants sont ceux qui réussissent le mieux à l'école.
Simplement, c'est vrai que quand on parle d'inégalité des chances, il faut apprécier, disons, l'ensemble des déterminants familiaux de la réussite, c'est-à-dire il y a le capital économique, le capital social, mais il y a évidemment beaucoup le capital culturel, et les enseignants sont fortement dotés. Donc c'est vrai que quand on regarde là, par exemple, la composition sociale des grandes écoles, les éléments moins socialement favorisés au sens économique, on va dire, sont plutôt des enfants d'enseignants qui, évidemment, jouissent d'une position privilégiée dans le système, puisque, d'une certaine manière, c'est des insiders du système. Ils connaissent les rouages du système, les difficultés, enfin les subtilités de l'orientation, aussi du temps pour accompagner leurs enfants. Mais au-delà de ce cas particulier, finalement, on a très peu de mobilité sociale en France dans le système éducatif. Je rappelle juste que la proportion d'élèves qui accèdent à une grande école, dans les milieux sociaux favorisés, on a pu le calculer pour la génération qui était en 3e en 2005, c'est 16%. Pour les milieux défavorisés, c'est 1%. Donc on a un rapport de 1 à 10 dans ces chances. Faut-il véritablement que l'on rougisse de notre système scolaire? À cet égard, vous disiez, il y a en France une question d'inégalité des chances, mais si on se compare par rapport à d'autres systèmes scolaires... si on se compare, on fait plutôt pâle figure. C'est-à-dire que tous les 3 ans, il y a une enquête très connue aujourd'hui qui s'appelle l'enquête PISA, d'évaluation des compétences des élèves à 15 ans, qui est conduite dans beaucoup de pays, tous les pays de l'OCDE et des pays partenaires. Et la France, à chaque édition, est sur le podium des pays où l'inégalité sociale face à l'école est la plus importante. C'est-à-dire qu'en France, plus qu'ailleurs, l'origine sociale détermine les résultats scolaires. C'est-à-dire que l'école ne parvient pas à réduire les inégalités, elle a plutôt tendance à les amplifier par rapport à d'autres pays. Et les pays qui ont les meilleures performances moyennes sont aussi souvent des pays qui ont plutôt moins d'inégalités, comme les pays du nord de l'Europe. Mais alors, parce que ces pays sont souvent cités en exemple, mais si on prend les pays anglo-saxons, est-ce que ces pays... Monique Dagneau, vous. Les pays anglo-saxons, en fait, ils ont le même symptôme que la situation française, c'est-à-dire les jeunes qui accèdent au collège des bonnes universités américaines, les fameux Ivy League, sont des jeunes issus de milieux favorisés, de milieux culturellement favorisés, ou même économiquement favorisés, plus aux États-Unis, puisque les études supérieures coûtent cher. Mais vous avez énormément de travaux sur ce sujet-là. C'est-à-dire, en fait, aux États-Unis, ils se sont aperçus que Bourdieu, à certains égards, avait bien raison pour décrypter leur société. C'est que, finalement, il y a une sélection sociale très, très forte. Alors, et c'est étayé par d'autres aspects, c'est que dans ces milieux favorisés, culturellement favorisés, on a les moyens, les clés pour produire le bon élève. Ça suppose plein de choses. Ça suppose d'avoir les jeunes qui réussissent le mieux, en France d'ailleurs comme aux États-Unis, ils sont entourés d'adultes, ils sont accompagnés dans toutes leurs activités par des adultes informés, bienveillants, qui développent leurs compétences, qui leur donnent finalement des éléments d'information de manière ludique. Ils sont accompagnés, ils ont beaucoup de livres chez eux. Ils sont la question des écrans, par exemple, est importante. On limite aussi bien aux États-Unis qu'en France, dans ces milieux-là, le rapport aux écrans, le temps passé devant les écrans. On oriente les choix culturels. Les enfants participent à des conversations intéressantes. La question de la socialisation au sein de la famille des enfants par le biais des échanges familiaux, notamment des échanges au repas, est extrêmement importante. Ils voyagent. On développe des talents qui ne sont pas que les talents scolaires, mais les talents extrascolaires, sportifs, créativité, etc. Or, le développement de tous ces talents, c'est ce qui est requis aujourd'hui dans les entreprises. Donc, au total, on est très performant dans ces deux sociétés. C'est vrai que les sociétés nordiques ont un système beaucoup plus ouvert socialement. Julien Grenelle. Juste pour revenir sur la comparaison... Attendez, parce que j'aimerais quand même défendre, en tout cas, la volonté, le souhait originel du système éducatif français. On est quand même dans une situation paradoxale, Julien Grenelle, puisque le système scolaire français, il est quasiment gratuit, notamment les universités, l'enseignement primaire, bref, tout le reste, alors qu'il est
incroyablement coûteux dans les pays anglo-saxons. Expliquez-moi pourquoi, sur cette base-là, on ne réussit pas à avoir plus de mixité sociale. C'est exactement le paradoxe que je voulais soulever. C'est-à-dire que quand on compare justement les deux systèmes américains et français, par exemple, du point de vue de l'accès à l'enseignement supérieur, aux États-Unis, les études sont coûteuses et donc il y a une barrière financière importante. Follement coûteuse, puisqu'il faut l'expliquer aux auditeurs aussi. C'est-à-dire que oui, le coût d'une scolarité, ça peut être une Mercedes par an, si vous voulez, pour un enfant. Biden vient de décider, par exemple, qu'il y avait un moratoire sur les dettes des bien sûr, qui devient un problème considérable dans la jeunesse, c'est-à-dire que des jeunes qui ont des niveaux d'endettement considérables au moment d'entrer dans la vie active, mais paradoxalement, et très récemment, il y a une note du Conseil d'analyse économique qui a fait cette comparaison sur les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur en fonction du niveau de revenu des parents en France et aux États-Unis. Alors en France, on n'avait pas de bonnes données pendant un certain temps, et là, récemment, on a pu faire la comparaison. Eh bien, les niveaux d'inégalité sont strictement les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a le même niveau d'inégalité dans l'enseignement supérieur, dans l'accès à l'enseignement supérieur, en France et aux États-Unis. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'autres barrières que les barrières financières. Alors d'abord, aux États-Unis, il y a aussi des systèmes de prêts, des systèmes de bourses, qui viennent en partie lever ces barrières. Mais en France, on a une multitude de freins. Des inégalités territoriales, la concentration des formations d'enseignement supérieur, notamment sélectives, en Île-de-France. On a des barrières, on va dire des freins psychologiques, de l'autocensure, tout un tas de facteurs. C'est justement là-dessus où je voulais en venir, parce qu'on cite souvent Bourdieu, qui est aujourd'hui le sociologue le plus célèbre. Moi, je pense qu'il faut citer aussi et d'abord Raymond Boudon, puisque sur la question de l'inégalité des chances, tous les sociologues étaient d'accord, Bourdieu n'a pas du tout le monopole de cette description. En revanche, Raymond Boudon expliquait que cette inégalité des chances, elle était liée aussi au déficit des classes les moins favorisées dans l'orientation de leurs enfants, pour des raisons qui étaient parfois logiques, le fait par exemple de préférer des études courtes parce que les études coûtent cher, mais aussi parce que ces classes étaient parfois moins bien renseignées sur la manière dont il fallait circuler dans le système social. Oui, on met beaucoup l'accent aujourd'hui sur la question de l'orientation et notamment dans les couches populaires, mieux orienter les enfants, notamment vers des métiers dans lesquels ils vont, je ne dis pas s'éclater, mais en tout cas se retrouver ou se réaliser. Puisque la question de la réalisation de soi est devenue un sujet très 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 important dans nos sociétés contemporaines et pour tout le monde. On met l'accent sur l'orientation, mais quand même, quand on voit aujourd'hui, être parent, c'est véritablement un métier. C'est-à-dire, et ça c'est très bien documenté aussi, en particulier par des sociologues américains, donc quand on voit l'investissement en temps, en mise à disposition de tout un ensemble d'outils culturels pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est vrai que ça crée un handicap pour des parents qui ont moins le temps, qui sont eux-mêmes moins, disons, chargés qui ont moins de culture, moins de formation. Je ne dirais pas on a tout essayé, on va tout essayer. J'espère quand même que ça va produire des effets. Notamment, je crois quand même beaucoup aux effets positifs de la mixité sociale qui commence à être reconnue. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui bénéficie un peu à tous, et les élèves d'origine plus défavorisée et les élèves d'origine plus favorisée. Mais c'est vrai que, en fait, quand on dit les choses sont déterminées très tôt, malheureusement, c'est ce qu'on réalise, c'est-à-dire c'est dans les premières années on observe les différences entre les enfants dès l'entrée, je dirais, en primaire. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé les 5 premières années ont été déjà tellement cruciales en matière éducative que c'est difficile ensuite d'aller en sens contraire. Mais bon, il faut continuer. Alors justement, Julien Grenet, comment on peut faire ? Comment on peut, alors non pas se substituer aux familles, mais faire en sorte que l'orientation soit faite de manière équitable, quelle que soit l'origine sociale, ou bien donc qu'il y ait un rattrapage, puisqu'on dit qu'il y a des lacunes qui peuvent être créées très tôt. Je pense qu'il y a plusieurs leviers possibles. Alors, si on pense notamment aux inégalités d'accès à l'enseignement supérieur, qui se déterminent bien plus tôt, mais il y a d'abord un facteur qui est spécifiquement français, c'est les inégalités d'accès à l'information sur le système aussi. C'est-à-dire que le système français, il est extraordinairement complexe, notamment ce système des filières sélectives, et qui ont tendance à être très concentrés du point de vue territorial,
Ce qui fait que beaucoup de familles, d'élèves ne sont même pas au courant de l'existence de certaines de ces filières. Personne dans leur lycée n'a jamais fait une classe préparatoire ou très peu. Et ça, je pense que c'est un frein important qui peut après se retrouver plus tard. Je vais juste donner un chiffre. Dans les 3 plus grandes écoles polytechniques, l'École normale supérieure et HEC, on a 25% des élèves qui ont fait leur lycée à Paris, pas leur classe préparatoire, leur lycée. Les bacheliers parisiens, c'est 3% des bacheliers. On n'explique pas ça par l'écart de niveau ou à peine. Donc il y a vraiment un facteur là où on mesure le fait que d'être dans un écosystème où on est dans des lycées à prépa, voilà, on a toute l'information disponible, on n'a pas le coût le coût financier aussi à 18 ans de partir de chez soi pour monter à Paris pour faire sa classe préparatoire, ça c'est un facteur important, il me semble. Et puis je pense qu'en amont, il y a beaucoup de choses à faire sur évidemment la ségrégation considérable qui mine notamment le collège en France. C'est-à-dire que en France, on peut avoir à quelques centaines de mètres des collèges à la composition sociale radicalement différente qui finalement offrent des perspectives très différentes aux élèves. C'est-à-dire qui peuvent démotiver les uns parce qu'ils n'ont finalement comme seule perspective que celle qu'on leur propose, c'est-à-dire aller faire s'engager dans la voie professionnelle, par exemple, sans finalement avoir l'ensemble des éléments pour faire un choix d'orientation réfléchi. Et je pense que ça, c'est un des angles morts de ces dernières années, d'avoir très peu travaillé sur le collège et sur d'une certaine manière, l'affectation des élèves aux établissements pour essayer de réduire un peu ces inégalités, cette ségrégation qui est une des plus fortes du monde, quand on compare. Je pense que là, il y a un élément. Mais alors, des tentatives comme celles qui ont été menées par Sciences Po, par exemple, est-ce que ça fonctionne ? Alors, effectivement, quand on parle de ces questions, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les mesures de discrimination positive, finalement, parce qu'on en vient là. Et il y a eu certaines tentatives, et donc Sciences Po, c'est effectivement une des tentatives les plus poussées, c'est-à-dire ces conventions éducation prioritaire, où il y a une voie parallèle pour les élèves de lycées partenaires d'éducation prioritaire pour rentrer à Sciences Po. Alors, c'est un dispositif qui est effectivement assez unique, mais quantitativement, ça pèse pas très lourd. C'est-à-dire que c'était une centaine d'élèves sur des promotions de plus de 1000. Et quand on regarde la composition sociale de Sciences Po, finalement, la part des élèves défavorisés, du fait des conventions d'éducation prioritaire, elle a augmenté quelque chose comme 1 à 2 points de pourcentage. C'est minuscule, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et alors que la politique nationale principale pour ouvrir les grandes écoles en France, ça a été ce qu'on appelle les cordées de la réussite, c'est-à-dire des dispositifs de parrainage, etc. Et alors là, pour le coup, on n'en voit pas du tout d'effet dans les chiffres. Les inégalités sociales d'accès aux grandes écoles n'ont pas bougé d'un iota depuis 15 ans. Donc je pense qu'effectivement, il y a une réflexion sur comment mettre en place des dispositifs de discrimination positive à l'entrée dans l'enseignement supérieur, notamment à l'entrée en classe préparatoire, pour les ouvrir davantage. Monique Dagneau. Alors effectivement, je dirais qu'on a essayé beaucoup de systèmes, des internats d'excellence, des méthodes différentes pour l'entrée dans les classes préparatoires et les grandes écoles, valoriser des compétences qui ne sont les compétences pas que scolaires. On a essayé beaucoup de choses. Sciences Po vient de tenter une autre chose, c'est que les élèves ne sont pas sélectionnés par un examen écrit a priori, ils sont sélectionnés plutôt sur dossier. Alors ensuite on peut discuter de cette méthode parce que les dossiers, comment on les sélectionne, c'est sans doute il faudrait voir les critères de sélection. Et ils espèrent, par cette méthode, avoir une plus grande ouverture sociale. Mais ça vient juste de commencer. Par contre, c'est vrai que passer par la question des boursiers, c'est aussi beaucoup discuté parce que les boursiers, pour une part, ce sont des élèves issus de milieux peut-être économiquement défavorisés, mais qui ont plus quand même d'accès culturel et donc d'accès à la culture, d'accès à l'information. Et c'est un peu cet aspect est aussi discuté. La question des boursiers, il y a un rapport de Polytechnique qui est paru il n'y a pas très longtemps, qui mettait en avant le fait que les boursiers, c'était un critère sur lequel il fallait peut-être revenir. Donc on ne peut pas dire que tout le monde étant bien conscient du sujet, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas essayé plein de choses, mais aujourd'hui, la formation d'un bon élève, de quelqu'un qui va être à la fois confiant en lui-même, ayant des compétences formelles, ayant des compétences parallèles, créatives, sport, etc.,
c'est un travail absolument gigantesque. Et les familles sont inégales dans la capacité à apporter ce travail et cet environnement à un enfant. Mais bon. Mais juste pour indiquer qu'il y a des marges de manœuvre, quand on regarde les inégalités sociales d'accès aux grandes écoles, on s'aperçoit qu'entre élèves socialement favorisés et défavorisés, on explique que la moitié des écarts d'orientation par les résultats scolaires. C'est-à-dire que tout n'est pas déterminé par les résultats. C'est-à-dire qu'il y a une part qui vient de l'autocensure, notamment, de l'inégal accès. Ça, c'est quelque chose d'effectivement essentiel. Je parlais de Raymond Boudon. Il insistait énormément là-dessus. C'est-à-dire le fait de fabriquer des transclasses, comme on dit aujourd'hui, le terme n'était pas employé il y a une quarantaine d'années. Et cela provient donc de l'existence de grains de sable qui vont permettre effectivement aux individus de changer de trajectoire sociale. Et effectivement, il y a un centre d'expérimentation qui ont été menés notamment aux États-Unis qui était d'aller faire ce qu'on appelle de l'outreach, c'est-à-dire d'aller chercher ce qu'ils appellent le talented poor, c'est-à-dire d'aller chercher dans ces écoles très isolées des élèves talentueux qui ne font pas ces choix, et avec des résultats très probants, c'est-à-dire que ça multiplie leurs chances de simplement candidater. Et on voit qu'une grande partie des inégalités sociales d'accès à ces filières-là viennent des vœux, des choix des élèves eux-mêmes, plus que de la manière dont ils sont sélectionnés. Et donc là, je pense que c'est là le vrai chantier, c'est pendant le lycée, construire des choix d'orientation qui désinhibent les élèves. Oui, moi je suis d'accord avec cette idée du grain de sable et la désinhimisation des élèves. Mais par exemple, à Sciences Po, où ils ont fait des méthodes d'entrée, qui est des filières justement réservées à des jeunes venus de lycées qui ne sont pas les lycées nécessairement d'excellence, en fait, on s'aperçoit qu'une fois qu'ils sont dans le système de l'école, ils réussissent exactement de la même façon que les autres. C'est-à-dire que la sélection, en fait, elle est faite bien en amont, mais si vous mettez à des jeunes, bon, ils sont quand même sélectionnés sur des dossiers, les jeunes, et puis même sur des examens, auparavant ils étaient sélectionnés par des examens. À Sciences Po, en fait, une fois que vous les mettez dans le bain de l'école, ils suivent aussi bien que les autres, quelles que soient leurs origines sociales. Mais alors, ça veut dire, en conclusion, Julien Grenet, par exemple, Parcoursup, puisque l'autre question aujourd'hui de l'orientation, c'est Parcoursup pour entrer à l'université ou dans l'enseignement supérieur. Alors là, est-ce que, par exemple, une évaluation provisoire est possible ? Oui, alors on a pu regarder effectivement ce que Parcoursup a fait. Alors, il y a eu des progrès. Je rappelle qu'avant Parcoursup, il y avait du tirage au sort, quand il n'y avait pas assez de place pour accueillir tous les élèves. Il y a aussi eu la mise en place de quotas de boursiers dans toutes les filières. Alors, à des niveaux assez faibles, donc ça a eu des effets assez limités. Par contre, Parcoursup, là où ça pêche, c'est l'absence de transparence sur les critères de sélection, c'est-à-dire la manière dont les étudiants, les candidats sont classés par les formations. Ça, c'était la promesse qui était faite au début, elle n'a pas été tenue. Et ça, je pense que pour revenir à la question de l'orientation, c'est très nuisible. C'est-à-dire qu'un élève qui ne sait pas très bien quelles sont les matières qui vont compter, comment les coefficients vont être pondérés, et bien, au moment de faire ses choix au lycée, en disant alors, je vais faire je vais faire de la psycho, est-ce qu'il faut que je travaille plus les maths, le français, je ne sais pas. C'est encore les insiders du système qui vont profiter de cette opacité. Merci Julien Grenet. Je rappelle que vous êtes économiste et président du comité de suivi d'Affelnet. Monique Dagneau, sociologue, on vous doit notamment Génération des surdiplômés, les 20% qui transforment la France. Coécrit avec Jean-Laurent Casselli, c'est aux éditions Odile Jacob.